Rossigny sous les bois de Vincennes. Cahier. Des plaintes, doléances et représentations des habitants de la paroisse de Rossigny sous les bois de Vincennes, arrêtées en rassemblée générale des 10 habitants, mercredi 15 avril 1789. Préliminaire. Les habitants recommandent à leurs députés de rejeter la proposition qui pourrait être faite de procéder en commun, par les 3 ordres, à la rédaction d'un seul cahier, à moins que les 2 ordres du clergé et de la noblesse ne renoncent à leurs exemptions, privilèges et à leurs droits sur les personnes et les propriétés des habitants et cultivateurs, ou au moins en consentent le rachat. Chapitre 1er. États généraux. Article 1er. Il sera arrêté qu'en toute délibération, la pluralité des voix individuelles représentées formera la décision. Si les États généraux n'accordent pas cet article, il sera arrêté, mais provisoirement seulement et jusqu'à la prochaine Assemblée des États, que les délibérations passeront à la pluralité des voix par tête et non par ordre. Article 2. Que les États généraux examineront s'ils sont suffisamment constitués pour former le corps législateur. Nous pensons que pour former ce corps législateur, il est essentiel qu'il y ait la plus grande liberté dans les élections, lesquelles seront toujours faites au scrutin. En second lieu, la plus parfaite représentation de toutes les parties de la nation, à raison de leurs forces respectives, du nombre de citoyens domiciliés et sans égard à leurs privilèges, sans distinction d'ordre, corporation, ni à leur profession, soit à la ville, soit à la campagne, et sans différence d'influence sur la formation de la loi. Article 3. L'ordre du tiers, si les 2 ordres ne se réunissent pas à lui, sera toujours présidé par un des membres du tiers, qui sera élu au scrutin, ainsi que le secrétaire du dit ordre. Article 4. Il sera expressément et formellement arrêté que les pouvoirs constitutifs et législatifs appartiennent à la nation assemblée et présidée par le roi, que la nation est censée rassembler dans les États généraux régulièrement composés et organisés, que les membres composant l'Assemblée seront personnes libres et inviolables, et qu'ils ne sont responsables de ce qu'ils disent et font dans l'Assemblée qu'à l'Assemblée même et à leurs commettants, que ces membres qui forment l'Assemblée graduelle et élémentaire ont les mêmes droits, que les États généraux donneront aux assemblées particulières les pouvoirs suffisants pour les convocations des assemblées qui auront lieu à l'avenir périodiquement. Les États généraux déclareront abolis les impôts actuels, les rétabliront néanmoins provisoirement et seulement pour la tenue des États. Chapitre 2e. Constitution. Article 1er. Les États généraux fixeront leur première assemblée à 2 ans depuis la dissolution de la prochaine et ensuite à 12 ans celles qui suivront. Article 2. Il y aura une assemblée extraordinaire en cas de guerre déclarée contre l'État. Si les Français sont agresseurs, il ne pourra être faite aucune déclaration de guerre contre aucune puissance sans le consentement de la nation, et encore en cas de changement de règne et de régence. Dans tous ces cas, l'Assemblée générale sera convoquée dans le délai de 6 semaines. Article 3. À la dissolution de l'Assemblée générale et dans l'intervalle jusqu'à la suivante, il sera formé une commission intermédiaire et permanente, laquelle sera composée de membres amovibles et autres que les membres de l'Assemblée générale. L'utilité de cette commission serait inappréciable. Chapitre 3e. Pouvoir exécutif. Article unique. Nous reconnaissons que le pouvoir exécutif appartient au roi, et nous le supplions de se faire aider dans ses pénibles fonctions par les membres de la commission intermédiaire. Chapitre 4e. Retour à la liberté naturelle. Article 1er. Nous demandons que les États généraux décident que les 2 ordres du clergé et de la noblesse renonceront à tout privilège pécuniaire et servitude dont ils peuvent être en possession sur les personnes et les biens des autres citoyens, ou qu'ils consentiront au rachat et remboursement. Article 2. Nous désirons qu'il soit reconnu que les propriétaires de fonds auront dans tous les temps la faculté de s'affranchir des cens, lods et ventes, rentes seigneuriales, servitudes réelles et personnelles, et de toute autre charge qui, formant des entraves onéreuses dans le commerce, sont en contradiction avec la liberté des propriétés. Article 3. Les terres féodales ou nobles pourront être possédées par toute personne indistinctement sans assujettissement au droit de franc-fief. Par cette facilité, les fonds seront dans le cas d'une plus grande valeur. Article 4. Nous désirons la suppression, ou au moins le rachat au denier 20, des privilèges utiles attachés aux personnes, aux dignités, aux charges, aux corporations, aux provinces, aux villes et aux terres. Article 5. Aucun anoblissement ne sera plus accordé par charge, mais seulement en faveur des personnes qui auront le plus mérité, et cette grâce sera consentie par la nation, qui seule pourra ajouter à la noblesse les privilèges utiles qu'elle jugera à propos d'accorder. Mais comme le mérite est personnel, la noblesse ne pourra être héréditaire. Article 6. L'infamie attachée au supplice doit être personnelle. Les enfants du père condamné et sa famille ne doivent pas participer à la honte ni souffrir la privation des biens du condamné. Les frais de procès seuls pourront être pris sur leurs biens. Article 7.
Il ne sera accordé aucune survivance de place et emploi civil, militaire et de judicature. Article 8. La presse sera libre et la vente surveillée. Article 9. La sûreté et la liberté individuelle doivent être garanties et protégées. Article 10. Les propriétés mobilières et immobilières doivent être également garanties et protégées, dans la main du propriétaire. Tout ce qui est contraire doit être supprimé ou déclaré rachetable. Article 11. Les capitaineries et tout droit de chasse exclusif doivent être supprimés. Ce droit appartient à chaque habitant cultivateur dont les productions servent de nourriture au gibier. Article 12. Les pigeons seront réduits pour chaque particulier en proportion de ses cultures, années communes, et tous y ont droit. Article 13. Il ne sera accordé sur séance, répit et sauf-conduit qu'à justifiant de prestations de caution solvable ou nantissement suffisant. Article 14. Les privilèges des maisons d'asile seront supprimés et les contraintes par corps pourront être exécutées nonobstant tout arrêt de défense en tout lieu, même dans le domicile de son débiteur. Chapitre 5e. Forces militaires. Article 1er. Les forces militaires seront réduites à ce qui est nécessaire pour la sûreté du royaume. Les maréchaldés seront augmentés, il sera même établi un service à pied. Les brigades seront obligées de se transporter partout où elles seront requises gratuitement. Article 2. La milice sera abolie dans tout le royaume. Il sera avisé au moyen que les troupes chargées de la défense de l'État contre ses ennemis ne deviennent pas l'instrument de l'asservissement de la nation ou d'une partie de l'Issienne. Chapitre 6e. Police. Article 1er. Partout, la police sera exécutée par les officiers du roi et en son nom, et dans le cas où le ministère public négligerait la poursuite du délit qui lui serait dénoncé, le dénonciateur sera substitué à la poursuite qu'il fera aux dépens et frais du ministère public et sans répartition sur le fisc. Article 2. Remédier aux abus de la mendicité, détruire les vagabonds très à charge aux habitants de la campagne, et pour cela établir des ateliers de charité partout, ainsi qu'un bureau d'aumône dans chaque parish de campagne. Article 3. Les corporations des marchands et artisans des villes, quoique peut-être utiles pour la police des poids et mesures, ne doivent pas être au titre d'exclusion pour ceux qui, quoique habiles, ne sont pas en état d'acheter une maîtrise. Donc si l'on ne peut pas supprimer les maîtrises et les taxes, il faut réduire ces dernières au simple nécessaire et empêcher surtout que ces maîtrises ne servent à prétexte pour arrêter la concurrence si utile au public, comme ils en servent les bouchers de Paris qui empêchent aux halles de vendre la viande. Article 4. Les maîtres et maîtresses d'école doivent être institués et destitués par les parties intéressées à la pluralité des voies. Il est nécessaire qu'il y ait dans chaque parish un fonds pour ses besoins particuliers, dont une partie serait destinée à payer pour les pauvres, au moins le premier élément nécessaire de l'éducation civile et religieuse. Les écoles doivent être surveillées par le ministère public séculier et non par les ecclésiastiques. Chapitre 7e. Bon ordre. Article 1er. Établir les élections publiques aux charges et emplois qui tiennent à l'ordre et à l'enseignement public, ou au moins ne les donner qu'à ceux qui ont le plus mérite. Article 2. Assujettir tout prélat, abbé bénéficié, officier militaire, de justice, de police et de finances à résider où sont leurs fonctions et devoirs. Article 3. Si la seigneurie reste distinguée de la propriété et qu'elle soit conservée aux citoyens qui sont en possession, au moins doit-on leur ôter la justice et l'administration de cette justice par tout le royaume, par des officiers royaux et en son nom, qui a l'autorité exécutrice des lois du royaume. Chapitre 8e. Finances. Article 1er. Les États généraux examineront, vérifieront et détermineront par ces moyens la quotité de la dette nationale. Article 2. Pour y pourvoir, il sera fait un examen des dépenses ordinaires de chaque département pour les réduire au point où il sera possible sans compromettre la sûreté de l'État et son influence dans les cours étrangères. Article 3. Si les réductions ne suffisent pas avec le temps pour acquitter la dette nationale, les États généraux examineront si la recette ordinaire ne pourrait pas être mise en équilibre avec la dépense ordinaire, fixée d'après ces réductions par les produits des biens du domaine de la couronne et des seuls impôts de la capitation sur les personnes, des vingtièmes sur les propriétés, des fonds et des tailles sur les fruits ou revenus et les industries des marchands et artisans, parce que, si cela est possible, on pourrait payer la dette sans augmentation d'impôts avec le produit des revenus casuels de la couronne, de ceux du bail des postes, des messageries, de la ferme, des affinages, du bénéfice de monnaie et autres produits ou revenus, et avec la créance sur les États-Unis de l'Amérique. Article 4. Il serait fort utile de réserver une portion de ces fonds pour servir de secours en cas de calamité, et cette caisse de réserve serait conservée et administrée par la commission intermédiaire des États généraux. Article 5. Les ministres seront comptables à cette commission des fonds ordinaires, elle seule étant chargée de l'emploi des fonds de la caisse de réserve, et la commission intermédiaire sera comptable aux États généraux de toutes les opérations, de sorte que par ces moyens, aucune loi ne serait enfreinte sans que quelqu'un d'eux soit responsable.
Chapitre 9e. Impôts. Article 1. Tous impôts et tous droits qui en tiennent lieu, directement ou indirectement, joints ou non à la régie du domaine de la couronne, ou compris dans les fermes générales, ou résultant de la vente au profit de la couronne exclusivement de quelque marchandise que ce soit, seront abolis, parce qu'ils sont d'une perception très difficile et dispendieuse et sujettes aux exactions, aux concussions, nécessitant toutes sortes d'inquisitions pour empêcher et prévenir les fraudes, et que les produits en sont variables, ce qui est encore un grand défaut en administration. Article 2. Les seuls impôts simples de la capitation sur les chefs de famille domiciliés, les 20e et autres impôts sur la propriété des fonds stables et la taille sur les productions et revenus, ainsi que sur les bénéfices des artisans, marchands et négociants, seront consentis, parce qu'ils sont attachés à des réalités faciles à appréhender, qui ne donnent prise ni à la fraude, ni aux suites qu'elle entraîne, que la perception en est facile, peu dispendieuse, et que les produits en sont à peu près fixes. Article 3. Ces impôts, qui sont le fruit de la protection que le gouvernement doit aux choses qui les paieront, seront généralement et également répartis sur tous les domiciliés, sur tous les fonds, sur tous les fruits, revenus et industries, dans tout le royaume, et à un taux égal pour tous les contribuables. Les fonds, revenus et bénéfices d'arts et de commerce, et on peut croire qu'en rendant ces impositions aussi générales, le produit total, joint à ceux du domaine du roi, sans doute susceptible de grandes améliorations, formera une masse de recettes au moins suffisante pour être mise en équilibre avec les dépenses ordinaires du régime général, tel qu'il aura été fixé et réduit dans toutes les parties de l'administration. Article 4. Ces impôts consentis ne le seront cependant que pour le temps intermédiaire de l'Assemblée prochaine des États généraux, à la suivante, de sorte que le terme fixé pour la tenue de l'Assemblée prochaine des États généraux étant arrivé, les impôts seront éteints, et tout percepteur qui continuerait de les lever serait poursuivi comme concussionnaire. Article 5. Il sera fait un statut qui défendra aux États généraux futurs de consentir non seulement l'impôt, mais encore sa quotité, avant d'avoir vérifié et déterminé la quotité des besoins ordinaires et extraordinaires, afin de régler la quotité des impôts sur celle des besoins. Article 6. Il sera dit par le même statut que quelle que soit la médiocrité des besoins, à l'avenir, les 3 sortes d'impôts ci-dessus désignés seront toujours recréés, sauf la diminution de quotité et par conséquent du taux de chacun d'iceux. Chapitre 10e. Législation civile et criminelle. Article 1. Qu'en ce qui regarde le Code civil, il en soit fait un seul pour tout le royaume, de l'extrait de ce qu'il y a de plus équitable, de plus analogue aux mœurs de la nation, et en même temps de plus propre à assurer et favoriser le retour à la liberté des propriétés, dans les coutumes de province, dans les ordonnances de nos rois et dans le droit romain. Article 2. Que cette seule coutume du royaume soit rédigée avec toute la clarté et la justesse d'expression possible, afin de ne point donner prise aux subtilités. Article 3. Que le même travail soit fait pour le Code criminel. Article 4. Que les ordonnances sur la forme soient travaillées d'eux-mêmes et de manière à accélérer la marche de la justice, à en diminuer les frais, à en écarter les stratagèmes et les raisons d'incidenter. Article 5. Que cette coutume et ces ordonnances, telles qu'elles sont arrêtées, enchaînent les juges supérieurs aussi bien que les inférieurs, qu'ils ne puissent s'en écarter, à peine des dommages et intérêts des parties et d'une amende. Article 6. Que la péremption ait lieu dans tous les tribunaux par la discontinuation des procédures pendant 2 ans, même dans les procès appointés. Article 7. Que les motifs qui ont déterminé le jugement soient sommairement exposés dans les sentences et arrêts. Article 8. Que les rapports et jugements des procès appointés et criminels soient rendus publics. Article 9. Qu'en toute cause, sur toute matière et entre toutes personnes, il ne puisse y avoir moins de 2 degrés de juridiction. Article 10. Qu'il n'y ait pas d'autres tribunaux que les tribunaux royaux ordinaires. D'ailleurs, la suppression de tous les impôts ci-dessus désignés, celle de tous les privilèges, rendront inutiles les tribunaux d'attribution favorables à quelques personnes, à quelque emploi ou dignité, ou à quelque corps, ainsi que les tribunaux d'attribution des matières, même des consulats, toutes sortes de procès de moins, sans sur les fonds des matières contestées que sur la forme et la compétence. Article 11. Que le premier degré de juridiction soit toujours celui du domicile du défendeur, que rien ne puisse l'en distraire en première instance, et que le second soit toujours celui duquel le premier ressortit. La justice étant administrée dans tout le royaume, il ne serait pas nécessaire d'établir un tribunal dans toutes les parosses et communes du royaume, mais seulement dans le lieu principal d'un arrondissement, de 3 à 4 lieues de diamètre en tous sens, lequel contiendrait 12 à 15 parosses, dans chacune desquelles le ministère public aurait un substitut. Ce serait le tribunal de première instance des habitants de cette parosse. Le tribunal d'appel serait établi au centre de 10 à 12 de ces arrondissements, dont toutes les parosses les plus éloignées ne seraient que d'environ 6 lieues. Enfin, la Cour souveraine, et pour les causes importantes seulement, serait établie au centre des 10 à 12 derniers arrondissements et aurait depuis 1600 à 2000 parosses dans son ressort. Nous observons que ces divisions graduelles pourraient présenter de grandes facilités pour la convocation, les États généraux futurs et leur formation. Article 12.
Il serait utile d'abolir la vénalité des offices de judicature. Le mérite doit être le seul titre absolument nécessaire pour les posséder. Article 13. De tous les droits du roi sur les actes de procédure et sur les actes sous seing privé, il n'y a que le contrôle de ces derniers qui soit nécessaire pour assurer leur date. Tous les autres droits doivent être supprimés. La date des exploits serait aussi bien assurée si, à l'article 2 du titre 2 de l'ordonnance de 1767, qui serait observé, on ajoutait que les témoins seraient pris sur les lieux et qu'ils ne refuseraient. Et cette loi parerait aux fraudes que peuvent faire les huissiers en ne portant pas l'exploit. Chapitre 11e. Commerce et agriculture. Article 1. Pour faciliter le commerce, il serait utile qu'il n'y ait dans tout le royaume qu'un seul poids, comme une seule mesure et une seule monnaie. Article 2. Le commerce de toute chose doit être libre absolument dans tout l'intérieur, pour toute marchandise et toute production. Article 3. Le défrichement des terres incultes et les plantations des bois doivent être encouragés, surtout dans cette province. Article 4. L'aliénabilité des biens du domaine du roi sera demandée. Il produirait davantage et les frais d'administration seraient épargnés. Article 5. Il serait fort utile aussi que les nouveaux possesseurs de bénéfices et commanderies fussent obligés de maintenir les bas faits par leurs prédécesseurs, à moins qu'il y ait lésion. Chapitre 12e. Religion. Article 1. Nous ne croyons pas avoir besoin de recommander que la seule religion catholique, apostolique et romaine est l'exercice public du culte dont elle est si digne et dont elle est en possession. Mais nous pensons que le luxe, le faste, l'air svelte et la facilité qu'ont les ecclésiastiques séculiers de vêtir l'habit bourgeois pour figurer dans le monde sont très éloignés d'imprimer dans les cœurs le respect qui est dû au caractère du ministre des altères, et que le vrai mérite, couleur simplement et décemment, seul peut s'attirer. C'est pourquoi, afin d'arrêter par tous les moyens possibles le dépérissement des mœurs publiques, l'affaiblissement de la foi et du respect dû à la priesterie, nous croyons nécessaire que les fortunes ecclésiastiques soient mieux réparties, qu'elles soient fixées à un revenu honnête, sans casuel, ni honoraire pour aucune de leurs fonctions et administration des sacrements, qu'il soit défendu à tout ecclésiastique de paraître en public sans vêtements ecclésiastiques. Article 2. Les dîmes doivent être supprimées. Elles occasionnent des difficultés entre les curés et leurs paroissiens, et d'ailleurs elles nuisent à la liberté des propriétés. Et en les supprimant, on assurera à tout curé 1500 à 1600 livres et à tout vicaire 800 à 900 livres. Article 3. Il est nécessaire que dans toutes les paroisses de campagne, il y ait 2 messes tous les dimanches et fêtes, et qu'il soit fait une instruction à chacune. Article 4. Enfin, nous recommandons à nos députés de ne donner leur voix pour l'élection du député du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris aux États généraux du royaume à aucun noble ou ecclésiastique, ni même aucun membre du tiers-état jouissant de quelques privilèges utiles. Nous recommandons aussi à nos députés de ne pas se rebuter ni laisser décourager s'ils rencontrent des obstacles à surmonter pour faire insérer les articles du présent cahier dans celui de la prévôté. L'intérêt particulier et les préjugés s'efforceront peut-être de faire rejeter les solides moyens de réforme et de restauration générale pour en employer de fragiles et de faibles. Ils feront, dans ce cas, usage de tout leur zèle et de toute leur prudence pour réussir à détourner les mauvais moyens et consentir et faire accueillir les bons remèdes aux maux de l'État. Et ont ainsi signé Bureau, procureur fiscal, Maheu, Joignot, Montmoret, Épaulard, Darly, Jean-François Levasseur, Nicolas Rureau, Toussaint Réous, Antoine Briard, Épaulard, Lenain, Louis-Pierre Pillier, Morgan, syndic, Pierre Joly, Morgan, Étienne Guérin, Courtois, Drouet, Jean-Étienne Incelin, Nicolas Gouillard, Pierre-François Gardeblède, Cottereau, Rotin, Levasseur, Marin, commis greffiste. Le présent cahier contenant à l'original 8 pages a été coté et paraphé par première et dernière par nous, avocats au Parlement, Provost de Rosny, sous-signé au désir du procès-verbal contenant la nomination des députés à 10 Rosny de ce aujourd'hui, 15 avril 1889. Signé Cottereau. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé.
Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureur, paysan, propriétaire ou fermier, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.